Bonjour à tous, alors en présentiel, C'est pas de Manon Nourtana. et aussi bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Nous avons aujourd'hui un sujet un peu différent de ceux qu'on aborde habituellement, mais qui évidemment croise je m'approprie notre région Méditerranée, Moyen-Orient, un sujet un peu, comment dirais-je, furtif quelque part. Attraper les infréquentables, qu'est-ce que ça veut dire? Fréquenter les infréquentables, c'est donc un livre, vous avez bien compris, qui est fait sous la direction de Manon Nour Tanous, qui est sorti au CNRS Éditions cette année, en 2023, et qui est en fait il y a dans la structure du livre une présentation, une réflexion un peu globale de Manon Nour, qui essaie de trouver des critères et essaie de saisir cet objet qui est un peu quelque part fugitif, furtif. Et puis, il y a ensuite une bonne douzaine de contributions sur des différents cas concrets. Et c'est au fond une très bonne façon de faire, puisque comme ça, on voit très concrètement ce que ça peut signifier. Et les cas concrets sont multiples. Il y a, alors on va le voir pour ce qui est de cette séance, il y a alors, je vais commencer par Claire Lebras parce qu'elle est loin, donc je vais la rapprocher en parlant d'elle d'abord. Elle va nous parler de cette période juste après la fin de la guerre au Moyen-Orient, lorsque il y a en fait deux gouvernements. Le gouvernement qui est installé, qui va signer le traité de Mudros en octobre 1918, et puis évidemment la montée en puissance de Mustafa Kemal et ce basculement qui va s'opérer et qui va se traduire notamment par le traité de Sèvres en 1920 et le traité de Lausanne en 1923. Et on a ces deux gouvernements. Et on fréquente qui? On va d'abord fréquenter l'un, puis évidemment on va fréquenter. Donc voilà un exemple. Il y a le deuxième cas, alors là, c'est la Libye. C'est très intéressant parce que au fond, c'est la diplomatie française qui voit surgir en 1969 un personnage un peu atypique, on ne sait pas qui c'est, capitaine ou colonel Kadhafi, et qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Est-ce qu'on va le fréquenter? Est-ce qu'il est fréquentable? Et on va le fréquenter finalement. On va même installer sa tente, vous vous souvenez, dans les salons de Marigny, puis on va finir par le bombarder. Pas bombarder sa tente, mais bombarder son pays en 2011 dans une coalition internationale. Donc voilà un exemple très concret d'infréquentable. Et puis il y a, alors c'est encore une autre chose, c'est Israël, hein, ça sera François Sekali, il sera Israël, l'OLP, on pourrait inverser, l'OLP va-t-elle fréquenter Israël? On pourrait aussi poser le problème comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il a été posé. C'est comment est-ce que, bon, c'est un problème assez classique, ça. Est-ce qu'Israël reconnaît l'OLP? Donc, est-ce qu'il y a eu des négociations, des discussions entre les membres de l'OLP et d'Israël? À un moment donné, les gens qui faisaient ça en Israël étaient criminalisés. Moi, j'ai assisté à des procès en Israël dans les années, fin des années 80, où il y avait des militants israéliens qui avaient osé parler à des gens de l'OLP et qui se retrouvaient devant un juge. Je me souviens d'avoir assisté à ça. Finalement, cette affaire a été assez largement liquidée, mais c'est pour dire que cette question se pose encore en d'autres termes. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à Manon Nour Tanous de nous faire un peu une synthèse entre tous ces cas si différents, car j'en ai évoqué 3 ou 4, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et puis, il y en a un actuellement qui est très intéressant, dont on parlera dans la discussion, c'est on va dire, Vladimir Poutine, qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc, vous voyez, il n'est plus fréquentable, mais fréquentable par nous, occidentaux, mais il est encore fréquentable pour les Chinois. Enfin, vous voyez tout le problème que ça pose. Et puis, s'il y a un moment une conférence de paix, qu'est-ce qu'on va faire avec un personnage qui est en fait soumis à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour un crime de guerre et avec lequel il faudra négocier une paix? Enfin, voilà des problèmes assez considérable dans les relations internationales, et voilà ce à quoi vous vous êtes attelé en quelque sorte. Alors, j'en dis pas plus, je laisse Manon Nour Tanous, qui est donc maîtresse de conférence. Alors, maintenant, ça s'appelle Reims-Champagne-Ardenne. Moi, j'étais assistant à la fac de Reims, mais ça a changé maintenant, ça s'appelle l'université de Reims, Champagne, Ardenne. C'est le regroupement des universités ont des normes ensemble. Donc, Manon Nour, je te passe la parole. Donc, pour nous faire une présentation un peu synthétique, qu'est-ce que donc sont comment fréquenter les infréquentables? Et tu as commencé, évidemment, tu commences ton bouquin en parlant d'un certain Bachar el-Assad. Évidemment. Oui, et c'est ce que je vais faire ici aussi pour expliquer le fil rouge. Merci Jean-Paul, merci beaucoup à l'IREMO et à toute l'équipe de nous permettre de présenter donc, ce livre collectif. Je vais essayer d'en expliquer la démarche et notamment le point de départ que je décris dans l'introduction.
en partant d'une déclaration de l'émissaire de l'ONU, du médiateur de l'ONU, c'était le 3e, chargé de résoudre la crise syrienne, qui lui aussi a démissionné après Kofi Annan, après Brahimi, en déclarant « Je ne pouvais pas être celui qui serre la main d'Assad en disant « ce n'est pas grave ». Et en fait, cette phrase montre que cette figure de médiateur, donc qui est en charge de traiter avec les différentes parties en conflit, se trouve face à la figure de l'infréquentable dans toute son épaisseur. Donc ici, Bachar al-Assad, celui qui a employé la violence contre son peuple. Ce qui est intéressant, c'est que Assad n'est pas le seul affublé de cette étiquette d'infréquentable, et il s'attache d'abord pour sa survie et ensuite pour sa réhabilitation, à convaincre qu'il existe plus infréquentable que lui, que ses compétiteurs politiques sont plus infréquentables. Et à ce titre, l'arrivée de l'État islamique en 2014 est un cas tout à fait intéressant. Et par ailleurs, au 3e temps de cette crise syrienne, c'est le fait que face à cet infréquentable assez vite labellisé par les diplomaties occidentales comme étant illégitime, eh bien, ces diplomaties se mettent à fréquenter d'anciens infréquentables, c'est-à-dire les opposants au régime syrien, en l'occurrence et en particulier les frères musulmans, dont l'appartenance aux frères musulmans était condamnée à mort en Syrie, et les chancelleries occidentales ne les fréquentaient pas, et donc avaient un spectre très limité de la scène oppositionnelle syrienne. À partir de 2011, ils redeviennent fréquentables. Donc, ça montre aussi cette évolution de cette étiquette d'infréquentabilité. Donc, mes recherches sur la Syrie ont constitué le point de départ de ce livre, à partir de cette question qui m'interpellait, à qui parler, quand, dans quelles conditions, ou encore selon quels critères. Dès lors, pour éviter toute approche normative, aussi pour dialoguer avec d'autres cas d'études, voire peut-être pour monter en généralité, mais en fait, on va voir que c'est compliqué sur ces questions-là. J'ai souhaité m'atteler à cette thématique dans une approche comparatiste, et donc le collectif est né de cela, avec 14 auteurs, autrices, qui traitent de régions et de séquences variées, donc qui ne sont pas limités au monde arabe, même si ici vous allez avoir un panel d'articles consacrés à la région, mais je cite quand même les autres régions consacrées, traitées, pardon. Le Bélarus, pardon, c'est parti, le Brésil, la Colombie, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye, le Mali, la Palestine, le Tchad ou encore la Turquie. Donc, à partir de tous ces cas, on a essayé de réfléchir collectivement à la notion d'interlocuteur en politique étrangère, et peut-être aussi, même si ça semble ambitieux, de voir comment, à partir de ce sujet-là, on peut aussi repenser l'ordre international aujourd'hui en mutation. Dès lors, mon rôle pour ce livre, outre la coordination, a été de voir ce qu'il y avait de commun à des cas aussi variés. Et donc, même si j'avais quelques idées avant de lire l'ensemble des contributions, elles ont été très utiles pour nourrir cette réflexion autour de 3 thèmes que je vous propose de voir rapidement dans ce propos introductif. Qui labellise? Pourquoi? Et selon quels critères? Donc, qui labellise? Pour être infréquentable, il faut avoir été labellisé comme infréquentable. D'où la question, quels acteurs ou quelles autorités se considèrent comme légitimes pour apposer ce label, donner cette étiquette sur la scène internationale. Autrement dit, si l'infréquentabilité est un manque par rapport à une norme ou un écart, il faut regarder qui crée les normes, qui les diffuse, qui les fait évoluer. Ça nous amène assez logiquement vers les grandes puissances ou vers les organisations multilatérales, voire universelles comme l'ONU. Autrement dit, ces acteurs qui produisent des listes noires, donc qui montrent cette pratique consistant à labelliser. Et donc, on a là des prescripteurs de valeurs qui vont rendre un tel fréquentable plutôt que tel autre, et donc discréditer ceux qui n'entrent pas dans le rang. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ce processus fait l'objet de débats internes et de négociations. En un temps T, tel ministère peut considérer qu'un acteur est infréquentable, alors que tel autre va trouver qu'il y a un intérêt à nouer un dialogue. Si on revient au fil rouge syrien, le Quai d'Orsay et la présidence en France ont rapidement mis à l'écart le régime syrien et pour le moment continuent de le faire. Alors qu'assez tôt, on voit au sein des services de renseignement un autre intérêt qui est la lutte contre le terrorisme et qui va plutôt suggérer une relance des contacts.
Même décalage entre alliés. On a des effets d'imitation ou parfois d'entraînement, mais il y a aussi des décalages temporels qui sont intéressants. Exemple, les États-Unis ont classé sur leur liste noire le Hezbollah et le PKK kurde avant les Européens. Là aussi, ça dit quelque chose de ces politiques étrangères. Par ailleurs, en rester au fait que l'infréquentabilité serait simplement décidée par les dominants sur la scène internationale n'est évidemment pas satisfaisant. Et là, certains articles en traitent. Il suffit de penser à l'Iran, qui est à l'origine d'une étiquette qui a eu un succès certain, le Grand Satan, donc qui a ses propres infréquentables, ce qui permet à l'Iran de renverser le stigmate et aussi de faire de sa propre infréquentabilité une rente, une ressource sur la scène internationale. Outre ces acteurs et ces processus, j'ai voulu essayer d'interroger les objectifs de la labellisation. Pourquoi cibler un acteur comme étant infréquentable? Est-ce qu'il s'agit de neutraliser un acteur réfractaire ou au contraire, est-ce que dans une version peut-être plus positive, il s'agit d'utiliser ce label pour pousser l'acteur à changer de comportement et donc, in fine, le réintégrer sur la scène internationale, pour le dire rapidement. Si on part de cette seconde hypothèse, être labellisé comme infréquentable pour en fait se socialiser, pousser la socialisation, et ben, ça ouvre tout un champ en fait très stimulant, je trouve, sur la question du dialogue, de l'intérêt à dialoguer ou de l'intérêt à refuser le dialogue en l'absence de contrepartie. Autrement dit, ça nourrit le débat sur l'histoire contrefactuelle, c'est ce que fait Pierre Grosser dans l'ouvrage, à savoir, aurait-on dû considérer tel infréquentable comme fréquentable et à quelle fin, pour quel résultat? Ou au contraire, est-ce que fréquenter l'infréquentable lui a permis de profiter de la négociation pour défendre son propre agenda? On a bien sûr en tête le syndrome de Munich quand on dit ça, mais il suffit de regarder les séquences des derniers mois et les débats au sujet du dialogue noué par Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine pour voir que ce dilemme reste assez vif et n'est toujours pas tranché. L'infréquentabilité, parfois, à l'inverse, va servir à rendre l'élimination acceptable. C'est une des possibilités. Et on voit dans les relations internationales contemporaines ce que j'appelle dans l'introduction une hitlérisation des responsables politiques, donc une comparaison des responsables qu'on veut disqualifier totalement avec la figure d'Hitler, donc la Seconde Guerre mondiale étant comme une forme de matrice qui continue d'être mobilisée. Exemple pour la région qui nous intéresse, avant la crise de Suez, Nasser est comparé avec Hitler. Avant la guerre du Golfe, Saddam Hussein est comparé avec Hitler. Les unes des journaux ont même les mêmes typographies que celles de la Seconde Guerre mondiale concernant le sort d'Hitler. Et en fait, ce moyen de disqualification ultime était dans ces deux cas un prélude à l'intervention armée. Donc on n'est pas dans le registre de pousser à un changement de comportement. Aujourd'hui, on pourra en discuter, le label du terrorisme remplit un peu le même rôle, cette disqualification qui a un caractère absolu. Enfin, question, donc on pourra en débattre avec les différents cas qu'il va y avoir ici, sur l'infréquentabilité, quels critères? Et plus que quels critères annoncés et quels critères sous-jacents? Si être infréquentable, c'est être décalé par rapport à un référentiel défini, de quel référentiel on parle? Et donc là, j'ai essayé de voir dans les discours politiques aujourd'hui s'il y avait des constantes pour labelliser un tel comme infréquentable. Et il me semble qu'il y a des critères assez récurrents, on peut en retenir 3. Le premier, c'est le statut étatique. Un État entretient des relations avec un équivalent. Voilà, c'est le système westphalien. Ça explique la difficulté à reconnaître des gouvernements en exil, des conseils de transition ou des mouvements de libération, même quand ils portent un projet étatique. Et c'est ce que François montre dans son article et je pense qu'il va en parler ici dans son intervention. En théorie des relations internationales, le courant réaliste défend cette posture, nouer des relations sûres avec les gouvernements en place, plutôt que de prendre des risques à fréquenter les oppositions. Mais là encore, où ça devient intéressant, c'est que finalement, les représentants officiels
ne sont pas forcément fréquentés avec assiduité. On n'a qu'à penser à toute la rhétorique des États voyous. Donc, on a bien des États, mais qui ne sont pas des interlocuteurs faciles ou courtisés. Bah, de la même manière, les acteurs non étatiques ne sont pas non plus nécessairement des infréquentables. Et la diplomatie est de plus en plus, je crois, s'avère assez inventive pour intégrer ces acteurs dans différents formats diplomatiques où on parle aujourd'hui de différents canaux de négociation parallèles qui permettent de les intégrer et parfois de nouer le dialogue. Le deuxième critère, c'est la représentativité. Là aussi, pas évidente à mesurer ou à établir. Alors évidemment, elle peut être démontrée à l'issue d'une élection, c'est la légitimité par les urnes, mais même quand on a des élections, la question n'est pas forcément évidente. Et la valeur d'une élection laisse aux appareils diplomatiques une marge de manœuvre et d'interprétation. C'est le principe dans les années 90 de l'autoritarisme amélioré que vont pratiquer de nombreux régimes autoritaires dans la région, par lesquels les dirigeants s'imposent comme fréquentables dans le monde globalisé, alors qu'ils n'ont jamais été soumis à une mise en concurrence sincère par les urnes. Donc il y a élection, mais ça ne veut pas dire qu'il y a représentativité, évidemment. Autre manière d'essayer de saisir la représentativité, c'est l'évolution concrète des scènes internes, donc l'entrée en politique de certains acteurs. Là, on a beaucoup de cas à partir des soulèvements dans la région en 2011. Et une phrase que je cite parfois me semble très représentative de ça. C'est une phrase prononcée par Alain Juppé, qui était alors ministre des Affaires étrangères, en avril 2011, et qui demande à ses ambassadeurs d'élargir le spectre des interlocuteurs de la France, déplorant que trop longtemps la diplomatie se soit limitée aux gens en place. Donc là, c'est une manière de prendre en compte de nouveaux interlocuteurs qui étaient infréquentables parce que le contexte autoritaire était trop pesant et qui deviennent fréquentables. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que ces processus sont faits de tâtonnement. C'est parfois très informel. Et Jean-Paul l'a dit, c'est ce que montre Claire dans son article au sujet de Mustafa Kemal, qui était infréquentable, qui s'impose comme acteur central petit à petit face aux Occidentaux, sans être reconnu au début. Donc, il y a des décalages, il y a une informalité qui montre qu'en fait, il y a des ajustements que doivent effectuer les appareils diplomatiques dans ces moments de changement. Et le troisième critère, et le dernier, ce sont les méthodes de gouvernement qui, à mon avis, sont devenues très importantes depuis le début des années 2000, même s'il y a d'autres exemples avant, avec la mise en place de la Cour pénale internationale, avec des notions portées par l'ONU comme la responsabilité de protéger, qui vont faire que la question des crimes contre l'humanité entre pleinement dans le répertoire de l'infréquentabilité. Là encore, le cas syrien est éclairant en deux occasions. Les attaques chimiques, qui ont été un moment tournant dans la perception de ce régime comme infréquentable, ou encore le fait que la loi américaine qui empêche le financement de la reconstruction sans compromis politique s'appelle César, porte le pseudonyme de ce personnage qui a apporté les preuves photographiques de la torture dans les prisons du régime. Et ce n'est pas anecdotique, ce titre-là est évidemment choisi exprès. Alors, si l'exercice de ces critères peut être amusant intellectuellement, en fait, on se rend vite compte que cette énumération ne permet pas de vraiment objectiver la question. On le dirait dans le vocabulaire commun, c'est un peu le thème du deux poids, deux mesures. On ne peut pas dire, c'est la formule anglaise, on ne reconnaît pas un voyou quand on le voit. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas d'automaticité. Il y a des critères assez stables, mais les politiques sont très variables. Autrement dit, la concordance entre une situation donnée et ses critères ne permet pas de désigner l'infréquentable. Et là, il y a un exemple que d'autres connaissent mieux que moi, qui est le cas du Hamas en 2006, vainqueur des élections législatives palestiniennes. Donc, le critère de l'entrée en politique semble être rempli. Mais à côté, il y a un autre critère qui ne l'est pas et qui est exigé par le quartet, qui est le renoncement à la violence. Dès lors, les appareils diplomatiques doivent arbitrer entre ces critères et ils retrouvent en fait toute leur marge de manœuvre et d'interprétation, montrant en fait que c'est la perception de ces diplomaties qui va faire un rôle de tri ou de filtre parmi ces différents critères. Et en l'occurrence, le Hamas reste alors dans le statut d'infréquentable.
De la même manière, sortir du statut d'infréquentable répond à des critères tout aussi variables et malléables. Et ça explique que Obama tente de renouer avec l'Iran sans que l'Iran n'ait vraiment changé sa politique, ou que Trump décide de renouer avec la Corée du Nord ou les talibans, là encore à profil constant. Et donc, ce sont bien les perceptions qui ont changé, ce qui nous amène à dire que l'infréquentabilité nous renseigne peut-être davantage sur ceux qui labellisent que sur les labellisés. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est le fait, et ça me semble important, notamment pour les questions actuelles, que l'infréquentabilité n'est pas absolue, mais elle est relative. Elle se joue dans la comparaison. On est moins fréquentable qu'un tel ou plus fréquentable qu'un tel. C'est la fameuse rhétorique du moindre mal ou du mal nécessaire, avec toute cette charge comparative. Les régimes militaires moyen-orientaux dans les années 50 sont fréquentables parce que les communistes sont plus infréquentables qu'eux. Même chose avec les mouvements islamistes dans les années 80 qui ont ce même rôle de repoussoir et le schéma se répète aujourd'hui. Il y a un équivalent anglais pour ça, c'est le diable que l'on connaît. Voilà, c'est quelque chose de finalement assez connu en politique étrangère. Ce qui explique des fluctuations face à un même acteur, c'est le cas de Kadhafi sur la Libye, qu'analyse Valérie dans cet ouvrage. Et finalement, on voit très bien que proclamer des critères ne permet nullement de définir a priori qui sera l'infréquentable de demain, d'où, et c'est pour ça que je vais me taire tout de suite, l'intérêt des cas pratiques qui constituent cet ouvrage afin de jauger comment les intérêts et les représentations œuvrent à cette fabrique de l'infréquentabilité. Merci, Manon Nour. Je crois qu'on a là une première analyse, au fond, de la complexité de l'objet. Quand je disais qu'il était furtif, c'est quand on croit le tenir, il est déjà loin. Les rapports de force jouent un rôle majeur dans cette affaire. Et puis surtout, on ne va pas faire le débat maintenant, on fera le débat après, mais une fois qu'on a dit que tel acteur était infréquentable, je pense à la Syrie. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on a dit ça par rapport à la Syrie, mais quand il s'agit ensuite de mettre en œuvre, c'est un peu une obsession en ce moment à l'IREMO, la question de la compétence universelle, la France proclame qu'elle a les moyens de faire mettre en œuvre la compétence universelle, alors qu'en réalité, les dispositifs juridiques qui permettraient l'empêchent. On a vu ça très concrètement par un arrêt de la Cour d'appel il y a quelques mois, et parce que la loi de 2010, donc on va dire est infréquentable, mais à quoi ça sert, je veux dire, s'il n'y a pas derrière une action menée, enfin bref, je ne vais pas entamer le débat là-dessus, mais sur ce point précis, par exemple, j'aurais beaucoup de choses à dire, sur peut-être d'hypocrisie finalement, c'est infréquentable, mais finalement on ne fait rien de concret pour aller plus loin, et en particulier sur la question majeure des crimes de guerre. Bon, je m'arrête là. On va donc entrer effectivement dans les cas concrets. Je vais passer la parole à quelqu'un qui est loin pour que cette personne qui est loin, Claire Lebras en l'occurrence, vienne avec nous et ne soit pas comme ça trop un peu perdu derrière son ordinateur. Donc, je vous salue. Bonjour, vous êtes à l'Université de Nantes et vous allez... Bonjour. Et donc, je vous donne 10-15 minutes, montre en main, ça fait 13 minutes en moyenne, pour parler donc de ce rapport des alliés au moment de la fin de la guerre, avec ce gouvernement qui est en place, ce gouvernement qui a signé le traité, l'armistice de Mudros, puis ensuite la montée en puissance de Mustafa Kemal, et ça a eu des conséquences considérables sur la géopolitique de la région. Ça a eu des conséquences considérables en Turquie même, bien entendu, ça a eu des conséquences considérables par rapport à la question de l'impunité par rapport au génocide des Arméniens, par exemple, évidemment, et par rapport à la géopolitique. Bref, entre Sèvres et Lausanne, c'est tout un monde, quoi. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler de ça, voir comment les Alliés, finalement, ont choisi l'un et finalement se sont ralliés à l'autre qui était quand même plus puissant, quoi, pour être clair. Merci beaucoup pour votre présentation qui balaye globalement tous les enjeux effectivement complexes de cette période-là. Donc, je vais commencer déjà par vous remercier d'avoir organisé cette rencontre et puis de m'avoir invité et également m'avoir permis de vous présenter mon sujet à distance. Donc, ce que je vais vous présenter effectivement ce soir, c'est un cas d'étude historique qui illustre les problématiques qui se posent lorsque des diplomaties sont confrontées à ce dilemme, un dilemme apparent ou réel de fréquenter un infréquentable. Donc, ce que je propose, c'est de procéder en deux temps. C'est d'abord de vous exposer brièvement les données de cette séquence historique
donc qui va nous emmener à la fin de la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman, et ensuite de revenir sur les enjeux de ce dialogue avec un enfant fréquentable, et notamment la question de l'inflexion, de la temporalité de l'inflexion en faveur de cet infréquentable, et aussi les modalités du coup de ce dialogue qui s'instaure de manière forcément complexe. Donc, pour vous présenter donc rapidement les données historiques, on est effectivement dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, la sortie de guerre. Vous connaissez le contexte au Moyen-Orient. L'Empire ottoman a été défait et une partie de ces territoires sont occupés. Et la problématique qui va se poser pour les Alliés, ça va être de trouver un traité de paix qui soit issu de compromis entre eux, déjà entre eux les vainqueurs, et qui prennent en compte également toutes les considérations locales, et notamment les aspirations de diverses communautés. Doit être pris en compte également les projets impérialistes de ces puissances européennes qui ont des intérêts économiques et culturels à défendre dans la région. Donc c'est une sortie de guerre qui est complexe et la complexité est renforcée par le fait que l'Empire ottoman connaît une crise politique et institutionnelle majeure à ce moment-là, avec la formation de 2 gouvernements concurrents qui vont se coexister pendant 3 ans. Donc on a à Constantinople le gouvernement du sultan et du grand vizir, représentant les institutions impériales, et en Anatolie, issu d'un mouvement de résistance porté par les populations musulmanes d'Anatolie, on va avoir un gouvernement qui se structure petit à petit au cours de l'année 1919, le gouvernement d'Ankara, dont Mustafa Kemal va prendre la tête assez rapidement. Et donc ce gouvernement entre en opposition avec le gouvernement du sultan. Il s'oppose notamment aux occupations du territoire anatolien par les armées alliées, et il s'oppose également au projet de démembrement de l'Empire ottoman au bénéfice de la Grèce et de l'Arménie. Donc, pourquoi le gouvernement d'Ankara est considéré comme infréquentable à ce moment-là? Tout d'abord, pour ces 2 raisons que j'ai citées, c'est-à-dire qu'il remet en question l'autorité gouvernementale établie, celle du sultan. Il s'oppose au projet des Alliés dans la région, et également, on lui attribue des attachements idéologiques qui sont considérés comme infréquentables à l'époque, donc l'unionisme. Donc, on pense que le mouvement nationaliste turc est porté par les anciens dirigeants du comité Union et Progrès qui ont entraîné l'Empire ottoman dans la Grande Guerre et commis également le massacre, le génocide contre les populations chrétiennes de l'Empire. On attribue également très rapidement des liens idéologiques entre le gouvernement d'Ankara et le bolchevisme, qui se traduit concrètement sur le terrain par une alliance entre Moscou et Ankara au début de l'année 1921. Et également cette rhétorique très anti-impérialiste que tient le mouvement. Tout ce contexte fait que Ankara est considéré comme une menace et infréquentable par les Alliés. Cela étant, comme vous l'avez rappelé, professeur Chagnolot, il y a des inflexions, il y a des moments très charnières durant la période 1920-1922, durant laquelle le gouvernement d'Ankara va faire progressivement son chemin sur la voie vers la fréquentabilité, avec ce moment du traité de Sèvres tout d'abord. Le gouvernement d'Ankara est déjà constitué à ce moment-là, mais les Alliés vont faire le choix de proposer les conditions de paix uniquement au gouvernement du sultan et de faire signer ce traité uniquement par Constantinople. Donc c'est un choix qui a été fait de choisir la légalité, le légalisme, par opposition à une approche plus pragmatique qui aurait été d'inclure dans les négociations et dans la signature du traité de paix l'autorité qui petit à petit avait pris le contrôle d'une grande partie du pays, de l'Anatolie. Un autre moment
important sur cette voie vers la fréquentabilité, c'est la conférence de Londres de 1921. Donc, à la fin de l'année 1920, les Alliés ont fait le constat que globalement, Ankara devenait un acteur incontournable et qu'il était impossible d'arriver à une pacification de la région sans tenir compte des revendications de ce gouvernement. Donc, durant la conférence de Londres de 1921, il va y avoir une double invitation qui va être adressée à la fois au gouvernement de Constantinople et celui d'Ankara, avec pour la première fois une délégation d'Ankara qui va se déplacer à Londres pour faire valoir en fait ses revendications. En marge de cette conférence, on a également toute une série d'accords bilatéraux qui sont signés entre Ankara et Paris, Ankara et Rome, et également entre Ankara et Londres sur certaines questions. Donc on est à un moment charnière où finalement les Alliés ont deux interlocuteurs gouvernementaux en Turquie, dans l'Empire ottoman. Enfin, le dernier moment important, c'est le début de la conférence de Lausanne en 1922, puisqu'à ce moment-là, les discussions sont entamées uniquement avec Ankara, pas parce que les Alliés ont choisi leur camp de manière consciente et cette fois-ci, mais simplement parce qu'Ankara a pu s'imposer face aux armées grecques, a remporté un certain nombre de victoires militaires sur le terrain et a décidé au début du mois de novembre 1922 de dissoudre complètement le gouvernement de Constantinople. Donc finalement, quand les négociations de Lausanne démarrent, les Alliés n'ont plus le choix que de discuter avec Ankara. Je ne sais pas combien de temps il me reste à ce moment-là de ma présentation. 6 minutes, 7 minutes. D'accord. Je vais du coup rapidement vous proposer quelques éléments pour caractériser en fait ce dialogue diplomatique avec l'un infréquentable entre 1920 et 1922. Donc, ce qui m'a semblé intéressant dans ce cas d'étude, c'est une inflexion, comme le disait Manon, qui est décalée. Une inflexion en faveur d'Ankara qui est décalée et qui donne lieu à des dialogues qui sont menés par Paris et par l'Italie beaucoup plus tôt que ce que va entreprendre la Grande-Bretagne vis-à-vis d'Ankara. Donc ça veut dire que de ce décalage naît en fait la coexistence de plusieurs approches au sein même de la diplomatie française et au sein même de la diplomatie italienne. Il s'agit de concilier des discussions, une approche très pragmatique de leur politique en Orient avec la nécessité de ménager une position commune au sein de l'Alliance. Donc il y a des phénomènes de dédoublement diplomatique. Ce qui m'a paru intéressant également, c'est que cette inflexion en faveur d'Ankara est durant toute la période jusqu'en 1922 une inflexion partielle, c'est-à-dire que ce qui prédomine, malgré toutes les discussions qui peuvent être entamées avec ce gouvernement, c'est un principe de non-reconnaissance. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, reconnaître Ankara, ça voulait dire déreconnaître Constantinople, qui pour les Alliés était un danger, une source de déstabilisation de la région qui aurait été très compliquée à gérer pour eux. Il faut aussi prendre en compte le fait que c'est avec Constantinople que les Alliés avaient signé le traité de Sèvres et que durant toute la période, ils ne souhaitent pas remettre en compte le traité de Sèvres, ils veulent seulement l'aménager. Tout le but des discussions avec Ankara, c'est de négocier un aménagement du traité de Sèvres et certainement pas une remise en question de ce traité-là. Donc, pour les Alliés, il y a un intérêt réellement politique à ce que Constantinople reste une autorité gouvernementale dans l'Empire ottoman. Une troisième raison aussi qui me semble importante, c'est que si on se focalise par exemple sur le dialogue entre Paris et Ankara, la France négocie principalement une pacification de ses relations avec Ankara, puisque les armées françaises sont directement en contact avec les armées de Mustafa Kemal dans le sud de l'Anatolie, au niveau de la région à la charnière entre
entre l'Anatolie et la Syrie, donc c'est une région qu'on appelle la Cilicie. La France est en difficulté sur ce terrain militaire assez rapidement. L'enjeu des négociations avec Ankara, ça va être d'obtenir un certain nombre d'avantages dans la région pour pouvoir rester économiquement présent dans cette région de l'Anatolie contre voilà, un soutien, une reconnaissance éventuelle a posteriori dans les négociations avec... En fait, l'idée, c'est ce que je voulais dire, je m'en mêle un petit peu, mais c'est simplement que la reconnaissance est une carte que la France souhaite se garder dans les négociations avec Ankara. Donc, il s'agit surtout de ne pas se débarrasser de cette carte trop vite. Je vais finir peut-être rapidement sur les modalités de ce dialogue en fait, qui s'installe dans un principe qui est un petit peu connaître sans reconnaître. Donc, on a donc des discussions non officielles, informelles, qui sont menées par des canaux parallèles aux canaux diplomatiques traditionnels. On a des interactions qui sont assez formalisées avec la réception de délégations d'Ankara, par exemple à la conférence de Londres, mais non officialisées, c'est-à-dire qu'on ne va pas attribuer un caractère de reconnaissance à ces interactions-là. Et puis, ce qui m'a semblé assez intéressant, c'est qu'il y a une fluidité dans le statut que l'on peut donner à cet infréquentable qui peut être tour à tour considéré comme un belligérant, un parti d'opposition, une autorité effective locale. Donc, il y a toute une sorte de rhétorique qui s'instaure pour désigner Ankara à ce moment-là, pour justifier de discuter avec ce gouvernement sans lui reconnaître justement le caractère de gouvernement, en tout cas pas le seul gouvernement pour l'Empire ottoman. On va avoir aussi un système d'échanges diplomatiques qui vont être relégués à un niveau local, subalterne, technique, pour justement leur nier tout caractère officiel. Et on va s'inscrire souvent, les accords qui ont été signés à Londres, par exemple, on leur attribue un caractère seulement provisoire, une sorte de consensus temporaire avant que la crise à l'intérieur de l'Empire ottoman, cette dualité gouvernementale, ne soit résolue. Donc, pour terminer juste rapidement, la conséquence en fait de tout ce dialogue très ambigu avec l'infréquentable durant cette période-là, ça va être justement que cet infréquentable va pouvoir se nourrir de la plasticité diplomatique dans laquelle il évolue. Il va pouvoir renforcer ses attributs politico-symboliques et faire avancer réellement sa cause au gré des micro-interactions et des interactions ambiguës qu'il peut avoir avec tous ces acteurs. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous laisse continuer le... Bien, je vous remercie. Et je sais par expérience que ce n'est pas facile de parler devant son ordinateur. C'est beaucoup plus simple quand on est évidemment en présentiel. Moi, je ne vais pas entamer le débat, mais juste une remarque que peut-être qu'on reprendra ou pas par la suite. Quand j'entends infréquentable, quand dans cet exemple-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, la France, à un moment donné, n'avait tout simplement plus les moyens militaires de continuer à faire autre chose. Quand vous parlez des forces militaires françaises, à l'époque, le général Gouraud, il doit avoir 25 000 hommes. Et ce qui intéresse le général Gouraud, c'est de mettre la main sur la Syrie et le Liban, et il est complètement incapable, sur le plan militaire, à partir du moment où les troupes arrivent, c'est-à-dire en novembre 1919, de pouvoir tenir la Cilicie, qui était pourtant incluse dans les mandats qui avaient été donnés. Donc, on a un rapport de force, sans parler du rapport à la Grèce, où là, il se passe des choses absolument dramatiques, et où l'armée grecque est complètement défaite, chassée à Smyrne qui est brûlée en octobre-novembre 1922. Donc là, il y a à l'état brut un rapport de force, et les Français n'avaient aucune capacité à tenir, quoi. Ils avaient une priorité qui était de tenir les mandats des provinces arabes de l'Empire ottoman. Ils ont tout lâché. Enfin bref, c'est juste pour dire, là, qu'est-ce que ça veut dire infréquentable, dès lors que, de toute façon, on n'a pas le choix. À un moment donné, la France est obligée de se replier sur son cœur d'intérêt qui est
qui est la Syrie. Bon, c'est juste une remarque qu'on pourra continuer, mais qui montre aussi, je trouve, la fragilité de ce terme d'infréquentable, parce que les conditions sont si différentes que qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas le choix, ben voilà. Donc, on va changer de monde et d'époque. On était au début du XXe, on va venir donc avec vous. Alors, ça me fait, je me souviens de quelques images comme ça de Kadhafi et de la politique française. Alors, il y avait un désarroi de la France quand ce personnage arrivait de nulle part. On ne savait pas qui c'était, on ne savait même pas le nommer, on ne savait pas quel était son grade. Sergent, capitaine, on l'appelait capitaine, colonel, enfin bref, on ne savait pas. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il est donc installé dans les salons de Marigny. Marigny, ça se trouve juste en face de l'Élysée, avec une magnifique tente, parce que c'est. Et puis ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé en 2011 et sa triste fin. Je vous laisse nous parler de cet infréquentable qui a quand même été très fréquenté par nos différents présidents, lui et quelques autres. Absolument. Et c'est bien sur cette versatilité de l'emploi, de cette labellisation de fréquentable à infréquentable que je vais revenir en considérant que la Libye est un bon point d'observation pour justement étudier ce phénomène dans la mesure où on a des volte-face permanentes entre la notion de fréquentable et d'infréquentable sur un personnage qui effectivement a été au pouvoir en Libye pendant 42 ans. Et donc, ça permet effectivement de voir l'évolution de la politique française et de la diplomatie française sur une longue période, puisqu'il a été là sous la présidence, bien sûr, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de Mitterrand, de Jacques Chirac et puis de Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé, effectivement. Ça, c'est moins bien terminé. Donc, moi, ce qui m'a intéressée, c'est de voir au-delà de l'étiquette du label qui était posé, c'est de voir effectivement les actes politiques, puisqu'on verra que la diplomatie française, elle labellise, mais cette labellisation s'accompagne de réalités et d'actions politiques. Et donc, je me suis demandé si ces volte-face perpétuelles étaient le signe de la capacité de la France à s'adapter finalement aux changements internes à la Libye, et puis au changement de la situation et du contexte international. Donc, est-ce que ces changements sont la marque d'une plasticité de la diplomatie française ou au contraire, est-ce qu'ils marquent l'incapacité de la diplomatie française de s'adapter, d'adapter leur représentation et de calquer finalement une situation qui est mouvante, une grille de lecture qui est dépassée et qui ne parvient pas à s'adapter, d'où de brusques revirements. Et je vais répondre en disant que c'est un petit peu des deux, selon moi. Enfin, en tous les cas, il y a les deux pans de l'analyse qui cohabitent. Alors, plutôt que de vous faire un long développement, je vais essayer de revenir sur quelques points saillants finalement de l'article en essayant de faire un retour perpétuel à la situation de départ, la fréquentabilité au départ, puis l'infréquentabilité, la refréquentabilité, puis ces différentes évolutions. Alors tout d'abord, cette volatilité du label de fréquentable ou infréquentable, je pense, dans le cas libyen, s'explique par la personnalisation très forte que la diplomatie française imprime aux relations qu'elle a avec l'État libyen. C'est l'État libyen pour l'appareil diplomatique, c'est avant tout effectivement Kadhafi, c'est très personnalisé. On a vraiment la figure de l'homme fort. Alors, on observe ça évidemment en Libye, mais pas seulement. Hein. On a aussi différents cas en Afrique et dans le monde arabe. Et donc, c'est justifié principalement par le fait qu'un homme fort, ça correspond à la stabilité d'un pays. Et donc, le chasser ou arrêter de le fréquenter pourrait éventuellement déstabiliser le pays et desservir effectivement les intérêts français. Donc, on observe ça avec Kadhafi, mais on peut observer ça avec Ben Ali, Moubarak et aussi avec d'autres dirigeants africains. Selon moi, cette personnalisation très forte peut expliquer des revirements brutaux. C'est à la fois une cause et une conséquence de cette versatilité des appareils diplomatiques. Alors, dans un premier temps, je vais me demander pourquoi Kadhafi est devenu très rapidement fréquentable aux yeux de la diplomatie française, fréquentable jusqu'à justifier finalement 3 mois après son arrivée au pouvoir par un coup d'État. Donc, se pose le problème
la légitimité, de la représentativité, on signe avec ce parfait inconnu, cette personnalité très jeune, un contrat d'armement avec des armes ultramodernes et un très gros contrat d'armement. Donc ça m'a interloquée. Et donc, je vais essayer de vous remettre en contexte, de vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, la partie française est à la recherche d'un interlocuteur en Libye. Elle observe le coup d'État, mais ne le comprend pas. C'est très clairement, il y a une confusion dans les premiers jours qui suivent le coup d'État. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Il y a un comité... il y a un conseil de commandement de la Révolution avec une douzaine de membres et on n'arrive pas à les identifier très clairement. On ne sait pas si c'est un basse irakien, on ne sait pas si Nasser est derrière. Donc, on essaye de faire appel aux différents ambassadeurs qui sont postés un petit peu partout et la diplomatie française hésite. En revanche, Kadhafi va être très, très malin en tous les cas. Il flatte la France. Il le fait par le biais de l'ambassadeur qui représente la France à cette époque, qui s'appelle Guy Georgi. Et donc, il fait des parallèles avec la France révolutionnaire. Il se dit indépendant. Il salue les positions courageuses du général de Gaulle sur le dossier israélo-arabe, etc. Donc, il y a compatibilité idéologique en tous les cas dans un premier temps. Et donc, l'appareil diplomatique valide cette compatibilité. Par contre, on cherche très vite à l'identifier et on n'arrive pas à orthographier effectivement son nom, on l'appelle Gaddafi, il y a un peu un tâtonnement et on essaye de voir d'où il vient. Donc, il apparaît dans un premier temps lié à la famille Razafi, ami de la royauté, etc. On essaye de tâtonner, en tous les cas, on essaye de l'identifier. Mais il est rassurant dans la mesure où ses premières actions apparaissent comme conformes aux intérêts français. Il ne nationalise pas les pétroles, donc il dit qu'il laissera les compagnies pétrolières en place. Il dit aussi qu'il n'est pas pro-soviétique, ça rassure beaucoup la France à cette époque-là, et il dit qu'il laissera en place les bases américaines. Donc tous les feux sont au vert pour passer très vite au statut de fréquentable. On n'écoute pas les dirigeants maghrébins qui pourtant actionnent des sonnettes d'alarme en disant, je cite, que les Libyens sont des fous dangereux. C'est un diplomate marocain qui prévient l'ambassadeur et de faire attention. Et malgré dans les premiers mois, on sent très bien que l'ambassadeur commence à avoir des failles dans la manière dont Kadhafi va exprimer son programme, son idéologie. Il reste au statut de fréquentable. Une fois clairement identifié, même si Pompidou le juge juvénile, inexpérimenté, même si on commence là encore à voir des signes de faiblesse, on considère largement ces errances comme un moindre mal. On le juge globalement utile à la diplomatie française. Autre revirement très brusque, c'est également bien sûr le mandat de Nicolas Sarkozy où durant son court mandat, durant 5 ans, il passe très rapidement du statut de fréquentable. La France vend des missiles à Kadhafi. La France base son projet d'union pour la Méditerranée sur Kadhafi. Comme vous l'avez rappelé, la France reçoit en visite officielle Kadhafi en 2007, puis un brusque retournement, là encore, en 2011, avec le rôle de la France dans le renversement de Kadhafi. Ces revirements brusques sont assez isolés. La plupart du temps, il s'agit plutôt d'un glissement. Et on voit bien effectivement la difficulté et la plasticité de ce concept, c'est-à-dire qu'on passe du statut de fréquentable au statut d'infréquentable parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui s'accumulent et finalement il y en a un qui provoque le basculement. Alors dans le cas de la Libye, le basculement, c'est très souvent un basculement pour des raisons exogènes et c'est principalement le Tchad qui fait basculer Kadhafi du statut de fréquentable au statut d'infréquentable. Je reprends l'exemple de Georges Pompidou, puisque c'est évidemment celui qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse. Même si Kadhafi utilise les mirages français, il les exhibe, il y a des incidents avec notamment des avions américains, avec des avions britanniques, etc. On laisse passer les outrances, on les considère là encore comme un moindre mal.
il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est le cas tchadien qui fait basculer Kadhafi vers le statut d'infréquentable. On considère qu'il est nocif, qu'il est nuisible aux intérêts de la France dans cette partie qui reste le cœur de la politique française. Et donc, le basculement se produit à partir de cette question tchadienne. Je vais revenir moi aussi très, très vite, je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti, sur l'étiquette d'infréquentable, de quelle manière elle est justifiée. Et c'est toujours pour des justifications morales. La France, quand elle appose l'étiquette de fréquentabilité ou d'infréquentabilité, c'est toujours pour des raisons morales. La vente d'avions de combat à Kadhafi est légitimée par la morale. Il fallait lutter contre les soviétiques en Méditerranée. C'était eux ou nous, etc. Donc, il y a des raisons morales. Et même chose, ces mêmes raisons morales sont avancées par Nicolas Sarkozy pour justifier son renversement en 2011. Si nous n'avions pas fait ça, ça aurait été une honte, etc. Donc, il y a toute une rhétorique qui se met en place. Il apparaît que ces raisons sont effectivement largement pragmatiques, qu'il s'agit plus d'opportunisme. Dans le cas de la vente de Mirage et de l'action de Georges Pompidou, c'est très clair. Le Quai d'Orsay, tu en as parlé, déconseille très fortement en disant que la situation n'est pas claire, que c'est instable, que le régime est jeune, qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire. Mais c'est Michel Debré, le ministre de la Défense, qui pousse à passer ces accords qui sont indispensables, effectivement, au rayonnement français. Et donc, ces accords sont finalement, après beaucoup d'hésitations, on sent que le président Pompidou ne sait pas trop quoi faire. Et puis, finalement, ça bascule dans le sens d'un accord avec Kadhafi. Même chose dans le cas de Nicolas Sarkozy, évidemment, où les ventes, là encore, d'armement sont des questions largement opportunistes. Cette fréquentabilité suscite des critiques et des polémiques, volontaires, mais le plus souvent involontaires, c'est-à-dire qu'en général, les chefs d'État français ne se vantent pas d'avoir passé des accords avec un chef d'État qui apparaît plus ou moins fréquentable. C'est souvent révélé par la presse. Ça n'a aucun effet sur les politiques étrangères. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'à court terme, les chefs d'État ne changent absolument pas de politique. En revanche, ça marque durablement les mandats présidentiels. C'est vrai que dans le cas de Georges Pompidou, ça laisse quand même une tâche durable sur son mandat. On se rappelle du mandat de Georges Pompidou, d'abord pour la vente d'armes de Kadhafi. En tous les cas, très largement, ça restera effectivement dans le cas de Georges Pompidou. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que ça restera aussi dans le cas de Nicolas Sarkozy, puisque ses accointances avec Kadhafi lui sont très largement reprochées, notamment dans le cadre du financement de sa campagne présidentielle et dans d'autres cas. Donc, ces questions sont très largement devant la justice. Enfin, et je terminerai peut-être là-dessus, la caractérisation, en tous les cas, l'étiquette de fréquentable ou d'infréquentable varie très largement selon les présidences. Et ce qui m'a amusé de voir dans la suite de l'histoire de Kadhafi et de l'appareil diplomatique et de l'appareil décisionnaire français, c'est de voir que pour certains présidents, l'infréquentabilité rend son élimination acceptable. Et c'est un peu ce que disait Manon Nour tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Valéry Giscard d'Estaing, la capacité de nuisance de Kadhafi sur le Tchad fait que les autorités françaises multiplient les opérations pour déstabiliser, voire renverser Kadhafi. À partir de 1977, c'est très net. Les services de renseignement organisent une tentative d'assassinat, une mutinerie, etc. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont à la limite du légal et voire tout à fait illégales pour éliminer cet infréquentable. Valéry Giscard d'Estaing en mai 80 donne son aval pour l'assassinat, puisqu'il est devenu très infréquentable sous la présidence de Reagan.
Et donc, si son assassinat est reporté, c'est parce qu'il est éventé par des fuites dans la presse, mais en tous les cas, il y avait a priori l'accord de la France. Alors que sous Mitterrand, on bascule et donc on choisit de ménager Kadhafi malgré son statut d'infréquentable qui reste sous les mandats de Mitterrand. On choisit de surtout pas participer aux tentatives d'assassinat, notamment celle d'avril 86. Chirac refuse très fermement. Et on choisit plutôt de le ménager et d'essayer de trouver des points de collaboration. Donc, je terminerai là-dessus sous forme de conclusion. On sent bien actuellement avec la présidence Macron en tous les cas, la présidence française essaie de tirer plus ou moins les mésaventures, enfin les leçons des mésaventures et des erreurs de ses prédécesseurs. On sent qu'il y a beaucoup de prudence et de discrétion dans les rapports qu'il y a avec la Libye. La France a fait le choix peut-être encore d'un homme fort. On peut se poser la question sur le soutien de la France à Haftar, etc. Je pense que ça peut aussi rentrer dans le débat. Et on voit que la France, pour l'instant, tient à se montrer comme engagée vers la paix, discutant avec tout le monde, comme médiatrice. Et donc, se situe plutôt en recul, ne veut pas paraître s'engager pour un camp ou pour un autre, et donc reste dans une position plutôt prudente et mesurée. Merci. Alors, on va passer à un autre monde, là. Pas très loin géographiquement, mais un autre monde. Mais ce qui est intéressant déjà dans les deux premières interventions, c'est qu'on voit que le terme est vraiment un concept, on étire, parce que dans le cas des deux gouvernements de tout à l'heure, moi je serais tenté de résumer avec une formule un peu trop rapide. À un moment donné, la France n'a plus le choix. C'est un rapport de force qui s'impose. Il s'impose pas simplement à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis qui sont partis de la région et qui vont être sur un repli pendant des années après. Enfin, on connaît tout ça. Alors que là, on est dans une situation relativement différente. La France est dans une situation de puissance à l'égard d'un personnage qui est dangereux par rapport à ses intérêts. Enfin, on est dans deux situations très différentes. Et pour pouvoir simplifier, on va prendre une troisième situation qui est encore radicalement différente. Qui est au fond un mouvement national, l'OLP, qui cherche à se faire reconnaître, à s'imposer après un très très long chemin. On ne va pas faire l'histoire de l'OLP ici. Et Israël qui, à un moment donné, va finir par, après avoir criminalisé, j'insiste là-dessus, avoir criminalisé ça n'a pas duré longtemps, mais tout de même, ils ont été jusque-là. Mais c'est un classique, ça, on a criminalisé dans d'autres situations coloniales ou néocoloniales. Donc voilà, donc c'est au fond la question, comment est-ce qu'à un moment donné, finalement, d'infréquentable, mais j'aime de moins en moins ce terme, parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'OLP infréquentable? En plus, c'est infréquentable par Israël, mais l'OLP était très fréquenté par tout le reste du monde quand même à cette époque-là. Donc allez-y, OLP, Israël, quid de cette notion de fréquenter les infréquentables? Merci beaucoup Jean-Paul pour cette introduction. Moi, j'ai contribué à ce numéro en apportant une réflexion à la question de la fréquentabilité des acteurs dans le cas de la situation palestinienne. J'ai proposé un article sur les relations donc, entre Israël et l'OLP de 67 à 93. Et l'idée de cet article, elle est venue un peu intuitivement parce que les Israéliens ont longtemps refusé de reconnaître l'OLP comme seule et unique représentante du peuple palestinien et en tant qu'institution, sa représentativité tout court. Alors même que cette dernière, l'OLP, avait été reconnue par les Nations Unies, seule et unique représentante du peuple palestinien, dès 1974. Alors l'inverse est moins vrai. L'OLP s'est lancée assez tôt dans un processus de reconnaissance internationale dans lequel, implicitement puis formellement, elle a reconnu l'État d'Israël comme sujet de droit. Donc il y a un décalage qu'on peut observer déjà dans le processus de reconnaissance entre les deux, entre Israël et l'OLP. L'autre chose qu'on peut relever de ce cas particulier, c'est que l'étude de la genèse des relations israélo-palestiniennes, elle nous confronte à une sorte de paradoxe qui consiste à analyser une relation entre deux parties qui ne se reconnaissent pas, mais qui ont développé malgré tout des contacts plus ou moins formels à partir de 1967. Cette relation, elle est caractérisée par le fait que les parties prétendent ne pas se fréquenter, précisément en fait pour ne pas donner à l'autre une légitimité qui lui est déniée, et en quelque sorte formuler ou dire les choses
ça serait leur donner une réalité. Les relations israélo-palestiniennes tiennent compte en permanence de cette contrainte élémentaire, dialoguer sans se reconnaître, et varient en fonction de plusieurs paramètres qui sont liés principalement à l'évolution du conflit, à l'évolution des rapports de force sur le terrain, à l'état de la négociation internationale et à l'état également des opinions nationales et internationales. Alors, la reconnaissance mutuelle entre l'Organisation de libération de la Palestine et Israël, elle est finalement obtenue dans le cadre de la signature de la déclaration de principe en septembre 1993, qui est en fait, en quelque sorte, l'aboutissement de ces tractations qui débutent, disons, en 1967. Alors, les acteurs changent durant cette période, les interlocuteurs changent, et en fonction des dialogues, en fonction, des périodes, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens s'établit autour de différents acteurs plus ou moins légitimes et investis d'un mandat plus ou moins légitime également. Ce sont des intellectuels, des diplomates, des militants et principalement des acteurs gouvernementaux. Alors, comment expliquer que l'OLP ait été jugée infréquentable par les Israéliens? Comment expliquer qu'on observe un décalage entre cette légitimité de l'OLP à être la représentante unique du peuple palestinien et à avoir acquis cette reconnaissance dès 1974 et qu'on observe dans le même temps cette absence de reconnaissance du côté israélien? La première raison, c'est que les Israéliens renvoient, elle est relativement simple en fait, et classique aussi, tu l'as dit Jean-Paul, les Israéliens renvoient systématiquement à l'usage de la violence politique, à la radicalisation politique de l'organisation, notamment après 1967, après la guerre des 6 jours, qui s'observe effectivement au Conseil national palestinien de 1969, dans lequel les organisations combattantes triomphent. Il n'y a évidemment pas que l'OLP à ce moment-là qui se radicalise après 67, c'est l'ensemble du monde arabe qui est concerné. Alors ça, c'est la raison officielle, tu en parlais maintenant tout à l'heure, raison officielle, raison officieuse, la raison peut-être officieuse. Moi, il me semble que si les Israéliens refusent de fréquenter ou de dialoguer avec l'OLP, c'est beaucoup plus probablement parce qu'ils la jugent illégitime, évidemment. C'est en quelque sorte une forme de disqualification politique qui permet au gouvernement israélien, en même temps qu'il nie l'OLP en tant que représentant légitime du peuple palestinien, d'invalider les revendications nationalistes palestiniennes portées par l'organisation. En d'autres termes, pour les Israéliens, fréquenter l'OLP serait reconnaître l'existence du peuple palestinien. Cette négation du peuple palestinien, ce n'est pas une chose nouvelle. Il faut se souvenir de la phrase désormais célèbre de Golda Meir qui, en 1969, dans une interview, avait dit « Je ne connais personne qui réponde au nom de Palestiniens, il n'existe pas ». Et beaucoup plus récemment, exactement, avec le ministre des Finances qui, avec sa carte, qui nie l'existence des Palestiniens. Absolument, il l'a dit à Paris, que les Palestiniens c'était une invention, ou que la Palestine était une invention, etc. Bon, donc on a, si on observe, on a une histoire négationniste qu'on peut comme ça suivre aisément. Alors finalement, l'enjeu de cette relation est moins celui de la légitimité. Les deux parties en fait se reconnaissent de facto vu qu'ils dialoguent. Enfin, ils dialoguent dans des limites précises, hein, mais l'enjeu de cette relation est à mon avis davantage lié à celui du pouvoir qui garantit à Israël le contrôle des évolutions politiques palestiniennes. Autrement dit, la négation politique israélienne ne dit en fait rien du poids politique réel de l'organisation et traduit avant tout la crainte israélienne de voir se construire un pouvoir concurrent et un pouvoir susceptible de remettre en question les mythes fondateurs de l'État d'Israël. Cette position, elle doit également être comprise par le fait que les gouvernements successifs israéliens qui rejettent radicalement l'idée de dialoguer avec l'OLP, ils cultivent l'espoir de pouvoir contourner l'organisation en imposant un autre interlocuteur dans la résolution du conflit avec les Palestiniens. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'option jordanienne, par exemple, la fameuse option jordanienne, c'est-à-dire une solution politique qui consisterait à intégrer les populations palestiniennes du centre de la Cisjordanie à la Jordanie et puis annexer la partie occidentale de la Cisjordanie à Israël, supposément donc pour des questions sécuritaires.
Ce faisant, donc, les Israéliens évitent de donner une légitimité, une fois de plus, aux revendications nationalistes palestiniennes. Alors, cela dit, dans le processus de reconnaissance internationale dans lequel l'OLP s'engage, l'OLP réussit malgré tout à s'imposer comme un interlocuteur incontournable des gouvernements israéliens. Et à mesure que l'OLP s'impose dans le champ politique international, les Israéliens vont être à leur tour contraints de réévaluer l'opportunité d'entretenir un dialogue avec l'OLP. Ce dialogue, il est conditionné par la nécessité que celui-ci n'apparaisse jamais comme une forme de reconnaissance des Palestiniens. C'est une des conditions élémentaires de cette prise de contact. Donc, de ce point de vue, il me semble que ce dialogue traduit un certain nombre de tensions qui ne sont pas vraiment liées à la négociation internationale, qui ne sont pas vraiment liées à la gestion du conflit et encore moins à la résolution du conflit, mais qui sont liées davantage à des questions identitaires et peut-être existentielles. Alors maintenant, si on reprend brièvement la chronologie de 1967, de 1967 à 93, celle que j'ai essayé d'exposer dans l'article, 1967 représente donc un tournant avec des prises de contact isolées dès 1967 et plus formellement à partir de 1969 avec des factions membres de l'OLP et des Israéliens à l'initiative notamment du Front démocratique de libération de la Palestine. Et ces contacts visent notamment à se mettre en relation avec des personnalités israéliennes, antisionistes, en particulier des personnalités membres du Matzpen. Il faut attendre le début des années 70 pour que ces initiatives dispersées se transforment en contacts plus formels, quoique discrets toujours, avec la mise en place d'un canal de discussion entre les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est en particulier à travers le représentant de l'OLP à Londres de 72 à 78, Saïd Hammami, qui est le premier à avoir établi un contact formel avec Uri Avneri, qui est à l'époque membre de la Knesset. Un autre acteur principal de ces différents canaux qui sont ouverts, c'est Haïssam Saftaoui, proche conseiller de Yasser Arafat, qui se lance également au milieu des années 70 avec l'aval d'Arafat dans une activité de prise de contact intense, notamment aussi avec Uri Avneri à l'été 1976. Au milieu des années 70, certains responsables politiques européens vont s'emparer de la question. Ils sont soucieux en fait de faire avancer ce dialogue pour tenter justement de profiter de la dynamique israélo-égyptienne avec les négociations, notamment le traité de paix séparé entre l'Égypte et Israël, afin de favoriser les partisans, sinon d'une paix, au moins d'un dialogue. Et ce dialogue, par conséquent, va sortir des cercles très fermés des quelques militants israéliens et palestiniens et va s'imposer comme une méthode de résolution du conflit. En juillet 1979, des contacts entre le chancelier autrichien Bruno Kreisky, le président de l'Internationale socialiste et ancien chancelier allemand Willy Brandt et le chef de l'OLP, donc Yasser Arafat, sont ainsi établis par l'intermédiaire de Sartaoui. Donc. Et l'objectif d'Arafat à l'époque, c'est d'obtenir une reconnaissance pays par pays et des Européens d'abord. Sa stratégie porte ses fruits. À l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, Bruno Kreisky va appeler à la reconnaissance des aspirations, je cite, aspirations légitimes du peuple palestinien, considérant que celles-ci sont indispensables. Cette reconnaissance, elle est indispensable pour une paix au Moyen-Orient et donc, in fine, pour une sorte de processus de détente dans le cadre de la guerre froide. Et il faut attendre le début des années 80 pour qu'un certain nombre de pays de la CEE appellent à associer l'OLP aux négociations de paix au Moyen-Orient et à la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination. L'autre grand moment de cette chronologie, entre 67 et 93, de cette chronologie de la reconnaissance mutuelle, c'est évidemment le déclenchement de la première intifada en 1989, qui permet aux Palestiniens de donner une visibilité inédite aux revendications nationales. En fait, l'internationalisation des revendications nationalistes, elle a été favorisée quelques années plus tôt
par les déclarations d'Alger et de Genève de novembre et de décembre 88, faites par Yasser Arafat, dans lesquelles celui-ci reconnaissait implicitement l'existence d'Israël et dans laquelle l'OLP renonçait formellement au terrorisme. En fait, avec ces différentes évolutions, à la fois les déclarations de 1988 d'Arafat et le déclenchement de l'intifada, les Israéliens ne peuvent plus ignorer l'existence de ces revendications nationalistes, ni même l'existence du mouvement national palestinien. Par ailleurs, aussi important qu'ait pu être le gain politique de l'intifada et des déclarations d'Alger et de Genève, Yasser Arafat se trouve marginalisé sur la scène internationale pour différentes raisons, notamment pour le soutien à l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein, qui prive Yasser Arafat de la sympathie que son mouvement s'était forgé, et le prive aussi des financements qu'il avait, enfin que l'OLP obtenait à la fois du Koweït, évidemment, là il est privé des financements, et de l'Arabie Saoudite. Et donc ça plonge l'organisation dans une crise financière assez grave. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'il faut comprendre l'entrée des Palestiniens et des Israéliens qui, d'un côté comme de l'autre, sont affaiblis politiquement dans le processus de négociation qui débute à Madrid en 91 et qui culmine donc à l'automne 93 à Washington avec la signature de la déclaration de principe, les accords d'Oslo. Alors, sans revenir sur ce que prévoit la déclaration de principe, elle prévoit plein de choses. Elle prévoit notamment une reconnaissance mutuelle des parties, et cette reconnaissance mutuelle a été considérée comme un acte symbolique et politique sans précédent. Donc l'OLP reconnaissait formellement l'État d'Israël, tandis qu'Israël reconnaissait l'OLP en tant que seule et unique représentante du peuple palestinien, reprenant ainsi les termes de la reconnaissance internationale de l'organisation de 1974. Dans les lettres donc ils s'échangent des lettres de reconnaissance mutuelle, et dans ces lettres de reconnaissance mutuelle, elles sont signées en 93, les deux parties se reconnaissent formellement, près donc de 30 ans après la création de l'OLP. Alors c'est un moment symbolique fort, je vais conclure là-dessus, c'est un moment symbolique fort, mais qui en fait ne change pas véritablement les dynamiques structurelles de la relation qu'entretient Israël avec les Palestiniens. On y reviendra sûrement, mais en fait, les Israéliens cultivent une politique de la non-reconnaissance et de l'absence de fréquentabilité. Pour le dire vraiment très rapidement, on peut observer de 67 à 93, mais si on étend, en fait, il n'y a jamais aucun interlocuteur qui est suffisamment bon aux yeux des Israéliens, et ça s'observe jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, ce processus, on pourrait à la rigueur l'étendre jusqu'aujourd'hui. Bien, merci François. Voilà encore un exemple où la notion de la fréquentabilité est complètement différente des deux précédents. Et en particulier, on dit l'OLP est infréquentable. Infréquentable pour qui? Pour Israël, mais évidemment pas pour le reste du monde. On a été reconnu à l'Assemblée générale des Nations Unies, au sommet de Rabat en 1974, par le sommet de Venise en 1980. Enfin, on peut multiplier les exemples où c'est un acteur, un mouvement de libération très largement fréquenté et fréquentable. Voilà, donc c'est encore autre chose. Juste un mot là, il y a eu pendant cette période que tu évoquais, dans les années 80, par exemple avec Sharon, il y a eu la tentative d'essayer de trouver, alors, on va choisir son fréquentable. Et Sharon a créé, ça a duré très peu de temps, mais ça a été quand même un moment significatif. Il a créé au début des années 80 une ligue des villages. Et il entendait faire des négociations avec les responsables, les maires des villages. Et ça a été, ça a fait long feu, quoi. Mais c'était quand même intéressant. On fréquente celui qu'on a décidé de fréquenter pour essayer d'écarter la montée en puissance de l'OLP, comme tu l'as très bien écrit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'OLP montait en puissance dans les années 80 dans les territoires occupés. Alors on prenait les ligues de villages pour essayer de discréditer cette montée en puissance. Évidemment, ça a échoué, ça va de soi, mais bon, c'est encore une autre façon de faire, quoi. Bon, voilà, donc pour dire ça, c'est juste pour lancer le débat. Je vous remercie à tous les quatre pour cette très intéressante contribution et qui montre une fois encore à quel point c'est une notion qui est multiforme, ce qu'on voudra. Voilà, je laisse la parole aussi bien à ceux qui sont en ligne que ceux qui sont en présentiel. Qui veut dire quelque chose? Je vous en prie. Avec un micro, c'est mieux. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une question très intéressante.
Mais je me demandais si le livre et plus généralement l'approche, disons, dans le milieu de recherche en France, se limite à une notion d'infréquentabilité d'un point de vue français, ou si vous avez une approche, vous avez essayé de comparer avec d'autres pays ou éventuellement d'accords internationaux. Je veux dire, de par le droit international, dès qu'un pouvoir contrôle le territoire, il est censé être reconnu par la communauté internationale. On a eu le cas, évidemment, peut-être très spectaculaire en Cambodge, avec les Phnom Penh et avec enfin, où dans certains pays n'ont pas voulu reconnaître le régime vietnamien qui des forces tout contrôlait. Hein. Donc, mais selon le droit international strict, c'est ce qui définit les critères pour la reconnaissance. Donc, je me demandais, par exemple, avec cette histoire de Pompidou et à l'époque à l'égard de est-ce que c'était avant ou après la reconnaissance de Kadhafi que ça avait lieu? Une autre observation, c'est que en creux, il me semble que côté français, on fréquente quelqu'un, pas du point de vue du droit international, mais des intérêts français. C'est ça le critère. Donc, et puis dernièrement, je me demandais aussi si ce ne serait pas intéressant d'étudier cette histoire d'acteurs infréquentables ou fréquentables du point de vue des conflits internes. Par exemple, en Colombie, on sait que ce qui a résolu partiellement, évidemment, il y a le problème de rebondissement, mais c'est tout de même qu'il y a eu des partenaires internationaux qui ont voulu parler avec les terroristes et que peu à peu, le pouvoir légitime s'est joint à ces discussions et ce qui a peu désescaladé au moins le conflit. Et maintenant, je crois que ça reprend. Hein. Donc, je voudrais aussi faire une observation pour le Hamas. Hein. Je ne sais pas si vous avez observé qu'il y a quand même eu des pays, notamment la Norvège qui présidait le Quatuor à l'époque en 2006-2007. L'actuel Premier ministre à l'époque était ministre des Affaires étrangères et il avait nié publiquement, non, il n'avait jamais parlé avec le Hamas. Mais, manque de bol, un journaliste avait appelé le Hamas et a dit, si, on parle avec le ministre norvégien des Affaires étrangères, ça a créé vraiment un scandale. Hein. Il n'a pas démissionné, maintenant il est Premier ministre, mais à l'époque, ça faisait scandale. Et je ne sais pas si c'était le seul pays qui disons, prétendait ne pas parler avec le Hamas. Et puis, il y a une distinction entre le niveau, disons, au niveau des fonctionnaires, d'une part. En Norvège, en tout état de cause, il était admis que les fonctionnaires, les diplomates pouvaient parler avec le Hamas, mais pas le pouvoir public. Mais donc, le ministre a été pris en flagrant délit à la télévision parce que le journaliste avait enregistré sa conversation avec le Hamas. Merci. J'ai plusieurs questions dans la question. Je sais pas. Il y a le Hamas, il y a les quid d'ailleurs, pas simplement la France. Je sais pas. Allez-y. Je vais peut-être juste commencer en disant que la France s'en tire pour la question sur la reconnaissance. Dans les jours qui suivent le coup d'État, la France s'en tire par une pirouette en disant qu'elle reconnaît les États et pas les gouvernements. Donc, c'est une manière de se protéger. Et comme l'a rappelé le président Chagnolot, en fait, l'appareil diplomatique et la présidence sont très vite rattrapés par la réalité. Ils sont forcés de reconnaître puisque c'est le seul interlocuteur valable. Et la France tient à être la première. Elle est vraiment dans une posture d'ouverture, de réconciliation vers le monde arabe. Elle met en place sa politique méditerranéenne et donc elle va s'empresser à être la première à parler, à considérer Kadhafi comme un interlocuteur valable. Et oui, sur les intérêts, je rejoins tout à fait votre observation, effectivement. Oui, ce que vous dites au début sur la reconnaissance me permet de défendre un peu le mot d'infréquentable.
qui évidemment est flou, mais en fait, c'est ce qui m'a intéressé. Une route fréquentable, c'est une route praticable. Un lieu fréquentable, c'est un lieu où moralement on ne se compromet pas. Donc, il y a tout ça. Et je voulais éviter de parler de reconnaissance parce qu'il y a cet aspect juridique et je pense que les contributions vont au-delà. Et donc, il y a beaucoup d'infréquentables reconnus et inversement. Donc, c'était pour aussi pouvoir englober tout ça. Dans le livre, il y a beaucoup de cas qui ne traitent pas de la politique française. Et notamment, vous parliez de la Colombie, il y a un chapitre sur la Colombie, sur les FARC, où l'autrice, je ne sais pas comment on dit, montre que les gouvernements colombiens successifs, pour pouvoir parler aux FARC, ont d'abord dû faire ce qu'elle appelle un cessez-le-feu linguistique, c'est-à-dire les délabelliser comme terroristes. Et ça s'est fait progressivement parce que c'était une idée quand même très ancrée dans la société que les FARC étaient terroristes. Donc, il a d'abord fallu faire un peu machine arrière sur les termes employés pour pouvoir faire accepter ensuite des négociations. Et elle montre aussi avant cette délabellisation, toutes les techniques de contournement qui passaient par des pasteurs, par des entités non gouvernementales qui faisaient que les FARC étaient malgré tout fréquentés. Et ah oui, sur le Hamas et la Norvège, il y a eu la même chose pour la France, c'est ce que je dis un tout petit peu dans l'introduction. En 2008, par exemple, Bernard Kouchner considère qu'il serait intéressant de parler au Hamas. On ne peut pas le faire. Donc, il choisit d'envoyer un diplomate à la retraite qui raconte lui-même cette expérience dans ses mémoires, Ivo Bain de la Vessuvière, qui va leur parler en disant qu'il n'est plus en fonction, mais que ce qu'il dit est ce que pourrait leur dire le gouvernement français. Donc, il y a cette pirouette-là. Et de la même manière que pour la Norvège, l'opération échoue quand elle devient publique. Donc, voilà, là, on a des infréquentables fréquentés, mais fréquentés tant que ça reste discret. Sinon, ça dans cette affaire dont tu parles, il y avait vraiment une bagarre, il n'y a pas d'autre terme, au sein du Quai d'Orsay. Moi, je me souviens, j'étais avec des ambassadeurs, notamment l'ambassadeur de France à Tel Aviv à cette époque-là, je ne sais plus son nom d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais qui était violemment contre l'idée même d'avoir une relation avec la masse. Et au même moment, je savais qu'Yves Aubin est en train de discuter. Et c'était vraiment, finalement, c'est cette espèce d'hypocrisie tactique, parce qu'effectivement, on essaie de tâter le terrain, mais c'était, et en plus, c'était dans la suite de la position des Européens qui avaient demandé des élections. On se souvient de ça, ça remonte à 2006. Les Européens avaient contribué à ce que les élections se déroulent très bien, et le Hamas les emporte en siège, pas forcément en suffrage, mais en siège. Très clairement, une majorité au sein de ce nouveau Conseil législatif, et les Européens qui aussitôt vont le boycotter. Alors vont considérer que c'était une contradiction absurde, quoi. Ils avaient montré qu'ils étaient démocrates, je ne sais pas s'ils le sont, mais en tout cas, ils avaient joué le jeu des élections. Et du coup, quand on allait voir des Palestiniens à cette époque-là, ils disaient la prochaine fois, les Européens devraient nous dire pour qui voter, ce serait plus facile. Tellement c'était absurde cette position sur laquelle après ils se sont rendus compte à quel point ça avait été dommageable, pas simplement absurde, mais dommageable. J'ajouterais peut-être sur le Hamas, oui, que effectivement, à partir de il y a toute cette no-talk policy là, qui s'est mise en place à partir de 2006, le fait de ne pas parler, que la communauté internationale refuse de parler effectivement au Hamas, alors même qu'ils ont mis en place dans les territoires palestiniens, à mesure que le Hamas s'installait et gouvernait effectivement, une nécessité de dialoguer avec eux. Donc il y avait une technique entre 2009 et peut-être jusqu'à 2015 qui consistait à envoyer le représentant suisse systématiquement. Donc il faisait une réunion entre représentants des pays européens et occidentaux, globalement, disons. Et le Suisse prenait toutes les doléances et allait. Donc il y avait effectivement cette hypocrisie où en fait on discutait. Et je crois que c'est qu'à partir de 2015 où ça commence à craquer, les Israéliens disent bon, peut-être il faudrait effectivement discuter avec le Hamas. Il y a une première médiation qui est faite notamment avec la médiation égyptienne. Et voilà, donc il y a progressivement, effectivement, aussi parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité que d'ouvrir un canal, de discuter, parce que voilà. Il était sous pression d'Israël, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça avait aussi des conséquences budgétaires très, très importantes, puisque l'argent de l'Union européenne ne pouvait pas aller à l'autorité palestinienne, puisqu'elle était avec une majorité de Hamas. Donc il y a eu des problèmes. Alors, ils ont inventé là aussi des systèmes, des usines à gaz pour essayer de contourner leur propre capacité à penser. Enfin, je suis un peu sévère, mais c'est un peu ça. Parce que le résultat était désastreux, je veux dire, désastreux pour tout le monde. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions?
pourrait parler de la même façon du Hezbollah. Oui. C'est le même. Voilà. Je vous en prie. Bonsoir. Merci pour ces interventions. Moi, j'aimerais revenir un instant sur un cas qu'on n'a pas examiné en détail, celui de la Syrie. Et vous avez dit que bien souvent, on déclarait infréquentable quelqu'un par pragmatisme, sinon par opportunisme. Est-ce que quand on a déclaré Bachar el-Assad infréquentable, ça n'est pas en partie parce qu'on pensait pouvoir l'éliminer, parce qu'on pensait qu'il y avait une opposition qui allait pouvoir se constituer. Et est-ce qu'on ne s'est pas un peu piégé, puisque cette opposition, finalement, elle n'a pas réussi à s'organiser et à prendre sa place, et est-ce que du coup, la France ne se trouve pas un peu gênée par la position prise en se refusant à parler avec l'un et il n'y a pas d'interlocuteur. Et j'étais tenté de poser la question parallèle qu'on pourrait faire, mais qui n'est pas vraiment un parallèle, mais enfin, disons la comparaison avec le fait que Poutine ait été mis au banc parce qu'il a été incriminé par la Cour pénale internationale, mais du coup, si on ne peut plus parler avec lui, comment peut-on communiquer avec la Russie? Parce qu'avec la Russie, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, est-ce que cette condamnation, qui n'est pas encore une condamnation, enfin pratiquement, n'est pas finalement un peu une pierre dans le pied? Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de se contraindre nous-mêmes dans les négociations qui devront forcément un jour intervenir? Oui, sur la Syrie, alors chez les Occidentaux, la conviction que Assad est illégitime arrive assez vite parce qu'avant, il y a eu la Tunisie et qu'en Tunisie, au contraire, l'analyse française a été plutôt en retard sur les événements et décalée. Donc, je pense qu'effectivement, sur la Syrie, assez vite, on considère que le régime n'est plus légitime. Il y a des déclarations très dures. Il y a des déclarations auxquelles on a ensuite reproché d'avoir un ton moraliste, celle de François Hollande, notamment après les attaques chimiques, disant qu'il fallait punir ceux qui avaient pris la décision infâme de gazer des innocents. Bon, on peut discuter de ça. Ceci dit, il y a une relative constance. Après, est-ce que la France a été piégée? Je pense que tout simplement, les Occidentaux ont aussi leur part de responsabilité dans le fait que l'opposition, pas pour la disculper évidemment, je pense qu'il y a eu des erreurs aussi du côté de l'opposition, mais elle n'a jamais été, je crois, un interlocuteur convaincant pour les Occidentaux. On le voit dans les déclarations d'Obama très vite. Obama a dit que l'opposition syrienne, c'est un ensemble de pharmaciens, de fermiers, d'ingénieurs, montrant qu'il n'y croit pas politiquement. Donc, elle a été aidée à minima par des déclarations, justement par une reconnaissance qui ne va jamais au bout. Donc, on reconnaît à un moment la coalition de l'opposition comme représentant le peuple syrien, mais on n'évoque jamais l'idée, par exemple, de gouvernement en exil, ou ce qu'on a fait pour les Libyens, pour le Conseil national de transition en Libye, n'a pas été fait pour la Syrie. Et donc, on reste dans cet entre-deux avec un groupe des amis de la Syrie qui soutient l'opposition, quelques déclarations qui condamnent ce que fait le régime syrien, et ça avec une relative constance, et qui soutiennent l'élaboration politique de l'opposition, avec des injonctions que vraisemblablement elle n'arrive pas à tenir ensemble, c'est-à-dire que cette opposition, elle doit être représentative de tous les courants politiques, de toutes les communautés, elle doit être démocratique, donc on attend et le président change à ce moment-là tous les 6 mois, et donc dans le même temps, on demande ça à cette opposition syrienne, et sans doute de manière légitime, et on cherche quelqu'un qui pourrait remplacer Assad, et ça, en fait, ça ne tient pas ensemble. Voilà, peut-être sur la Russie, un mot. Oui. Aussi, mais sur la Syrie, j'ai eu récemment justement une discussion avec des gens qui sont parmi ces décideurs-là. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils sont nulle part. Là encore, je suis un peu sévère, direct. Non seulement alors il est infréquentable, très bien, on ne va donc pas le fréquenter, on le boycotte, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure brièvement, on ne fait rien
en ce qui concerne une des questions majeures, qui est la question de l'impunité, la question de la poursuite des crimes. Et je vous disais tout à l'heure, très brièvement, l'affaire de la justice pénale. En termes de compétences universelles, c'est quand même extraordinaire. La France se dit un acteur de la compétence universelle et ne donne pas aux magistrats les moyens nécessaires pour faire leur travail. Et c'est très concret. Vous avez une loi, j'évoquais ça tout à l'heure, mais j'y reviens parce que ça montre à quel point tu parles d'entre-deux, mais c'est vraiment ça, quoi. En fait, on est nulle part. Tu dis entre-deux, moi je dis nulle part, parce que il suffirait que la France modifie cette foutue loi de 2010 qui dit que pour pouvoir poursuivre un criminel de guerre, vous connaissez les conditions? Vous connaissez les conditions que doivent respecter les magistrats? Il faut notamment que le criminel de guerre soit résident en France. Résident. Il y a tout un débat chez une décision de la Cour d'appel il n'y a pas très longtemps a essayé de tirer sur la notion de résidence, mais la Cour de casse a cassé cet arrêt de la Cour d'appel. Et donc, là, il va y avoir une décision de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, parce que les cours d'appel continuent à vouloir avoir une interprétation large de la loi 2010. Vous vous rendez compte? Un criminel de guerre qui passe en France ne peut pas être arrêté. En Allemagne, il est arrêté, jugé et condamné. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Puis il y a un deuxième exemple, une deuxième condition, il y en a 4. La deuxième condition, elle est extraordinaire. On ne peut pas poursuivre, admettons qu'il soit résident, qu'on a un criminel de guerre sympathique qui décide d'acheter un appartement à Paris, donc voilà, il rentre dans le cas de figure. Mais ensuite, il faut que, ce qu'on appelle la double incrimination, il faut donc que pour le poursuivre, dans le code pénal syrien, il y ait effectivement la notion de crime de guerre. Or, il n'y a pas. Par conséquent, on ne peut pas. Et donc, il faut supprimer ces conditions. La troisième, c'est que c'est le parquet qui lance et poursuit, c'est là. Bon, ça, on peut le comprendre. Et la quatrième condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un procès en cours quelque part, notamment à la CPI ou ailleurs. Bon, vous voyez le schéma? Donc, on est dans un schéma où la France dit oui, il est infréquentable, etc. On est pour la compétence universelle et c'est impossible de le mettre en œuvre. Vous voyez, cette espèce d'entre-deux, et ils ne veulent pas bouger. Ils veulent pas bouger. Et ça fait 13 ans que ça dure quand même. Hein, depuis le début, parce que la loi date de 2010 et la révolution depuis 2000. Je voulais parler, pardonne-moi, j'ai voulu replacer ça parce que ça me paraît important, cette espèce de d'hypocrisie, mais c'est l'immobilisme, quoi, finalement. Oui, et ça, pire que la France, j'en sais rien, peut-être plus inquiétant, l'ONU est dans le même flou sur la situation syrienne. Le régime syrien est sous sanction, les rapports s'accumulent parlant du détournement de l'aide onusienne, et du fait qu'on l'a vu avec le séisme, l'aide n'arrive pas aux régions qui en ont besoin, l'interlocuteur de l'ONU, c'est le régime syrien. L'ONU n'arrive pas à fonctionner autrement que par État, et donc l'ONU finance le régime syrien. Et donc on est dans ce flou, il y a plusieurs rapports d'ONG qui dénoncent une culture de la complicité aujourd'hui, c'est une complicité de fait, mais les mécanismes, la créativité onusienne ne permet pas de trouver d'autres mécanismes. Donc voilà, on est dans cette contradiction. La Russie, oui, je voulais dire que on est dans des contradictions qui sont pas propres à la Russie. Dans l'introduction, je parle un tout petit peu des guerres yougoslaves et de Milosevic, où il y avait ce même problème d'être face à un criminel de guerre, puisque là, on parle de crime de guerre aussi pour Poutine, qui n'est pas fréquentable pour les procureurs, mais qui veut être fréquenté par les diplomates. Donc, comment on fait quand on veut signer un accord de paix et qu'en même temps, on essaye d'inculper ces personnages qui sont responsables ou soupçonnés de crimes de guerre? Et là aussi, alors, il y a une question de temporalité. Est-ce qu'il faut chercher un accord de paix puis juger les crimes? Je crois qu'il y a une relative unanimité pour dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut juger les crimes tout de suite et qu'un accord de paix signé avec des criminels ne vaut pas grand-chose. Mais pour Poutine, la question va se poser. Et c'est vrai qu'il y a, sur le plan politique, il y a quand même une mise à l'écart progressive depuis 2014. La Russie n'est plus dans le G8, c'est redevenu le G7. On se rend compte quand même de ce que fait la Russie en Ukraine, mais aussi en Syrie. Et nos ambassades sont toujours ouvertes. Donc, ce n'est pas un infréquentable dans la même mesure que Assad, par exemple. Mais le volet judiciaire a avancé alors qu'il n'a pas avancé du côté syrien. Donc voilà, on est dans cette plasticité du concept. Sauf qu'en ce qui concerne la Russie, ça pose, comme vous l'avez dit, un problème majeur. Parce que si on veut, il y aura des négociations à un moment donné, forcément, quelque part. Mais ce quelque part pose problème. Parce que s'il vient, Poutine, dans un des 123 États signataires, eh bien, normalement, l'État est supposé mettre en œuvre le mandat qui a été émis par la Cour pénale internationale. Donc, l'arrêter.
Évidemment, il ne reconnaît pas, ils ne sont pas signataires de la CPI, mais n'empêche que le système est en route puisque l'Ukraine a reconnu la compétence de la CPI. Par conséquent, nous sommes dans une procédure qui est, du point de vue du droit international, parfaitement légale. Mais c'est absurde en même temps, parce qu'il va y avoir, je le disais tout à l'heure, un sommet des BRICS en Afrique du Sud. Donc, Poutine va aller à ce sommet, sauf que l'Afrique du Sud est actuellement membre de la CPI. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas accuser Poutine, c'est un criminel de guerre. Mais oui, la contradiction. Et habituellement, la contradiction dans ce type de problème, c'est que, et ça c'est malheureux, mais c'est la paix l'emporte sur la justice. En général, c'est le processus de paix. On dira la justice plus tard. C'est une des grands handicaps de la justice pénale internationale à travers l'histoire contemporaine, c'est qu'on veut d'abord valoriser, on fait la paix, puis après on verra. Et là, on a fait l'inverse dans des conditions très particulières et on va se retrouver avec des contradictions majeures qui posent une série de questions. Donc voilà, c'est quelque chose de... Et ça s'est déjà passé. Alors pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie, on a fait d'abord les accords de Dayton, on a fait la paix à Dayton et ensuite, 3 ans ou 4 ans plus tard, on a pu arrêter, mais nous n'étions pas dans le cadre de la Cour pénale internationale, attention, on était dans un tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie qui était fondé sur une résolution des Nations Unies, et une résolution des Nations Unies du chapitre 7 du Conseil de sécurité. Par conséquent, avec des moyens d'action, y compris avec à un moment donné le recours à l'OTAN. Donc on est dans un schéma. Donc on a pu faire la paix, et ensuite on a fait, heureusement, et tous les criminels de guerre de cette époque, enfin les principaux, ont été traduits devant le tribunal, devant le TPY, pas devant la CPI, et pour cause, elle n'existait pas à ce moment-là. Voilà. D'autres questions? Comment? Omar el-Bashir, c'est pareil. Omar el-Bashir, c'est un chef d'État qui est en fait qui a un mandat d'arrêt par la CPI et il a pu continuer à assister à des sommets et on n'a rien fait. C'est toujours l'ambivalence. Mais en même temps, juste un mot là-dessus. Enfin, sinon, mais la justice pénale, elle est, je dirais, elle existe. Et il faut quand même rappeler que c'est un phénomène nouveau. Le premier TPY date de 1993-94. Donc, c'est tout nouveau. Je dis ça en me disant, prenons les aspects positifs, car les aspects négatifs sont énormes, considérables, évidemment, parce qu'on est très loin de la souveraineté des États est la plus forte. Je vous en prie. Ouais. Non, je voudrais juste relever un paradoxe, disons, qui parle en faveur de la fréquentabilité. Et c'est le sommet, enfin, pas le sommet, la réunion du G20 en Inde récemment, où la Russie était présente, évidemment, mais où elle n'a pas accepté de signer le communiqué et les conclusions de la réunion, qui était une dénonciation des effets de cette guerre sur l'économie mondiale. Alors, dès qu'on tombe dans l'économie, même les pays d'Afrique du Sud et les pays africains qui en général s'abstiennent, là, ils étaient pour et tous ont signé et la Russie a été isolée. Donc, le fait qu'il y avait ce forum où la Russie était présente illustrait que dans le domaine de l'impact économique, elle a le reste du monde compté, non seulement je veux dire, en population, probablement. D'autres questions? Moi, j'en posais une à Claire Lebrun, parce que Claire Lebrun, elle est loin. Alors parce que en restant sur le fil de la justice pénale internationale, si on prend la période qui est la vôtre, là, donc ces années 1918, 20, 22, 23, dans le traité de Sèvres, comme vous savez, on avait envisagé de créer un tribunal pénal par la SDN. Et cette décision, évidemment, va être balayée avec le traité lui-même. Quel est l'impact de ce basculement d'un gouvernement vers l'autre sur la question de la responsabilité pénale des auteurs du génocide, et je pense notamment à Enver Pacha ou à Talat Pacha, à tous ces personnages qui ont été, à un moment donné, mis en accusation devant les tribunaux du premier gouvernement. Oui, effectivement, c'est effectivement un aspect très important de cette période-là. Et pour revenir peut-être à ce qui a été dit aussi auparavant, c'est-à-dire que l'infréquentabilité est relative, elle est aussi très historiquement située. Et c'est vrai que quand on est dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale, on est dans un contexte donc, de conflictualité qui est encore très fort, avec surtout au Moyen-Orient, où les guerres continuent. Donc finalement, pour la France, si on prend juste la France,
les infréquentables dans la région, il n'en manque pas. Et la position de la France en Cilicie, à un moment donné, elle doit choisir entre un infréquentable au nord et un infréquentable au sud. Et elle va choisir finalement de pacifier ses relations avec Ankara pour pouvoir plutôt se concentrer sur les éléments perturbateurs dans la zone syrienne. Mais du coup, quand on regarde plus largement la région à ce moment-là, même le gouvernement de Constantinople, donc celui avec lequel les États sont en relation officiellement, c'est un infréquentable. Si on étire vraiment le terme comme on essaye de faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a emmené l'Empire ottoman dans la guerre, qui a effectivement l'État ottoman en fait est considéré comme responsable des génocides qui a touché toutes les populations, et donc les discussions en fait qui concernent l'Empire ottoman excluent ce gouvernement. On va lui imposer la paix et on va certainement pas discuter avec lui. Donc c'est vrai que les infréquentables dans ce contexte-là ne manquent pas. Il y a pour revenir plus particulièrement sur cette question justement de la justice pénale à la fin de la Première Guerre, ça va être une question, je pense que vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire que la paix passe avant la justice, et à un moment donné, on va petit à petit, cette question va être reléguée au second plan. On le sait, il y a eu des initiatives très tôt, en 1918-1919, au sein de l'Empire ottoman, même pour instaurer des tribunaux qui jugeraient en fait les responsables de ce génocide. Ensuite, le traité de Sèvres, la SDN va aussi essayer d'aborder ces questions-là, mais petit à petit, la question va passer à l'arrière-plan avec tout d'abord, il y a d'autres questions plus urgentes à régler. C'est le conflit entre la Grèce et les troupes d'Ankara qui fait de la même manière qui donne lieu à des exactions contre les civils, à la fois les populations grecques, aussi un petit peu les populations turques qui sont dramatiques en Anatolie. Et donc, en fait, tout ce contexte-là fait que la justice pénale, petit à petit, est reléguée au second plan, et l'urgence va plutôt être la pacification de la région avec les autorités qui sont en mesure, en fait, de garantir cette pacification. Et c'est en fait le début d'un processus qui va conduire la République kémaliste et la Turquie de manière générale à nier le génocide lui-même, puisque les personnages que j'ai évoqués, notamment les trois pachas, dont Talat, qui était sans doute le plus important des trois, ont leur avenue à Ankara, ils ont des mausolées, enfin bon, et on nie le génocide arménien, alors que le premier gouvernement avait mis en place, effectivement, comme vous le dites, des tribunaux. Il y a même eu des jugements par contumace. Talal Pacha, par exemple, a été condamné, mais par contumace. Il est parti en Allemagne se réfugier, il sera assassiné par un Arménien, par un commando arménien, et le responsable du commando arménien sera acquitté par un tribunal allemand à Berlin, ce qui est une forme de compétence universelle avant la lettre, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, mais c'est très important parce que si on fait de l'Uchronie, si l'histoire avait été différente, eh bien, on aurait eu les premiers moments de la justice pénale, puisqu'on parlait de 1993, on les aurait eus dans les années 1920, avec quand même le premier génocide, le génocide des Arméniens. En fait, dans quelle mesure être infréquentable est aussi la condition pour pouvoir les devenir après? Et donc, justement, les pays peuvent avoir parfois un intérêt à devenir infréquentables, justement pour avoir un peu plus à jouer sur la table et à pouvoir pousser les autres personnes, les autres pays à chercher un dialogue ou à voir quelle est la limite de la dialogue qu'il peut avoir. Et justement, quelle est la contradiction dans laquelle se trouvent les pays, dans nos cas en général, les pays occidentaux, qui se trouvent devant cette cas de figure. Mais je le pense aussi comme un cas pour la Colombie, en tout cas, parce que là aussi, sans vouloir aller à l'extérieur de la région, justement, les faits, les déclarations belliqueuses, souvent, sont aussi les préludes exactement pour pouvoir, vous l'avez dit, pour une intervention armée, mais aussi, en revanche, pour pouvoir arriver à la table des négociations. Donc, justement, comment on résout cette contradiction?
Sur l'intérêt d'être infréquentable, du coup, c'est ça. Oui. Et il y en a un. Oui, oui, absolument. C'est un des points de ma contribution que je n'ai pas abordé. Comment les infréquentables réagissent? Parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de labels apposés ou subis. Et en fait, les infréquentables, soit essayent de contourner, soit essayent de négocier, soit s'approprient vraiment le label. Et on a beaucoup de cas et qui sont étudiés dans l'ouvrage. De gouvernements, je ne sais pas s'ils sont très heureux d'être infréquentables, mais ils en font une ressource politique, une ressource de politique étrangère. C'est les diplomaties contestataires. Et alors, il n'y a pas d'alliance d'infréquentables comme l'a cru Bush en créant son axe du mal en 2001. Mais il y a malgré tout une forme, alors il y a sans doute un fond de discours anti-occidental qui aujourd'hui unit malgré tout différents pays sur la scène internationale. On en a évoqué plusieurs, hein, aussi Chine, on va voir ce que font les BRICS sur ces questions-là. Je pense aussi par exemple pour notre région à la Turquie qui joue des seuils constamment. Donc on voit bien qu'elle a intérêt et à rester membre de l'OTAN, donc à conserver ce lien avec ceux qui labellisent, disons. Et elle a aussi un pied dans l'infréquentabilité, que ce soit dans sa politique interne, dans ce que fait Erdogan aujourd'hui dans la région, sur le terrain syrien, donc ces opérations successives qui sont aussi condamnées par la scène internationale. Donc je crois qu'il y a un intérêt aussi à être infréquentable. Et c'est Jean-Pierre Bapt et Corentin Cohen et Émeric Durez le montrent dans 2 chapitres différents sur plusieurs terrains africains, cette appropriation de l'infréquentabilité qui devient une rente à part entière. Et alors là, du coup, on n'a plus le moyen de pression. On a beau dire qu'ils sont infréquentables, tout va très bien. Et je pense que ça marche bien pour Kadhafi à l'époque, où il est l'infréquentable, le troublion, etc. Il a une certaine aura. C'est vrai en politique intérieure aussi. Hein. Il y en a qui font rester infréquentables. Je n'aime personne, mais j'ai quelques idées. Non, je ne pense pas à Macron. C'est pas ce que là je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres Comment? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, voilà, bon exemple aussi. C'est encore un autre figure, mais très intéressant celui-là. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui parce que quand Biden l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Oui, il faudra un tome 2, je crois que c'est ça la conclusion. Un tome 2. Parce que celui-là, pendant un temps, j'avais pensé que c'était gagné à vie, évidemment, mais il ne comprend pas. D'autres remarques? On a fait presque le tour. Alors, c'est. Non, pas d'autres. Vous voulez peut-être dire encore un mot? Non, je crois. La Chine, c'est pareil. Bon, écoutez, si on n'a plus de questions, je vais faire une conclusion très originale. Donc, moi, je suis un peu sceptique sur ce thème, mais en même temps, il est très, très, comment dire, heuristique. C'est-à-dire qu'il aide à penser plein de choses. Et je vais vous conseiller, c'est une conclusion là, vraiment très grossière. Je vous assure que ce bouquin est très fréquentable. Fréquentez-le, fréquentez-le. Merci. Merci Claire. Merci Claire. Merci à tous.